Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui échanger avec nous autour de la food et de l'entrepreneuriat. Je vais demander à Pierre-Antoine, Sarah et Adélie de me rejoindre directement, ce sera plus sympa. Bonjour. Bonjour. Donc je suis Pauline, je suis CEO de Service Compris. Service Compris, c'est un accélérateur de food business. Ça a été créé il y a maintenant 6 ans, parce qu'on est parti du constat que aujourd'hui en France, il y avait des écoles pour apprendre à faire à manger, des CAP cuisine, il y avait des écoles de commerce, des incubateurs pour plein de choses, pour la tech, pour la finance, mais on n'avait pas du tout de programme d'accompagnement pour les personnes qui souhaitaient se lancer dans des projets de food. Et on dit food au sens large, puisqu'on a de la restauration, de la boulangerie, de la chocolaterie, tous les métiers aujourd'hui de bouche. Et fort de ce constat, Service Compris a été lancé comme un incubateur de start-up où on accompagne en France, sur Paris, sur Lille, sur Lyon et aussi sur Nantes, incarné par Pierre-Antoine et Sarah qui sont avec nous aujourd'hui, des personnes en grande majorité en reconversion. 95% des porteurs de projets et entrepreneurs qui passent par chez nous sont issus du marketing, du conseil, de la finance et se disent, alors soit ils ont déjà été entrepreneurs dans leur vie d'avant, soit jamais, et se disent j'aimerais me lancer aujourd'hui, mais plutôt que de lancer une start-up, je vais lancer un food business. Et nous on est là pour les accompagner et faire le bon choix. Et c'est aussi un parcours qu'ont réalisé aujourd'hui mes 3 invités. Donc Pierre-Antoine qui a monté avec sa femme la maison Hello Cheng qui est située à quelques pas d'ici. Sarah qui est chef et cofondatrice de Vacarme à Nantes. Et Adélie qui est aussi chef et cofondatrice du Cellier à Nantes. Je vais vous laisser prendre la parole, surtout vous. Non, la première question, c'était est-ce que, Adélie, toi, pour commencer, tu peux nous parler un peu de ton parcours, un peu atypique, parce que tu as fait une reconversion, et surtout nous expliquer pourquoi tu as voulu entreprendre et te lancer dans un projet professionnel. Ouais. Alors, moi, je viens d'une filière plutôt artistique. Après le bac, j'ai fait des études d'art. Et puis ensuite, j'ai plutôt été vers des études de couture et j'ai été costumière pour le spectacle principalement. J'ai un peu galéré en France, j'avais monté ma boîte. À 21 ans, j'ai quand même monté ma boîte là-dedans. Et puis, je suis un peu allée voir ce qui se passait à l'étranger parce que je galérais en France, clairement. Et on m'a ouvert la porte en Australie, donc j'étais costumière à Sydney. Et j'ai été contrainte et forcée de partir au bout de 6 mois parce que question de visa, etc. Et je me suis retrouvée en fait à faire du woofing pendant 3 mois puisque c'est obligatoire pour avoir un 2e visa. Et donc du coup, je me suis retrouvée un peu dans le bush australien et je suis très bien tombée parce que je suis tombée dans une ferme maison d'hôtes où il fallait que je cuisine pour des gens qui étaient de passage dans cette ferme. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup. Et donc j'ai fait mes 3 mois avec grand plaisir. Je suis retournée à Sydney et j'ai fini mon contrat. Et je me suis dit qu'en fait, c'était terminé pour moi, les costumes, la scène, etc. Et j'ai des amis qui m'ont tranquillement pris par la main et qui m'ont emmenée pour bosser dans des restaurants là-bas.
Mon contrat s'est terminé aussi pour des raisons de visa, donc je suis rentrée en France. J'ai passé mon CAP cuisine en me disant que j'allais retourner en Australie pour me faire sponsoriser, et puis je ne suis jamais repartie. J'ai trouvé du boulot à Paris, j'ai bossé dans des bistrots, dans plusieurs restaurants, j'ai été formée par des chefs. J'ai fini donc chef d'un restaurant sur le canal Saint-Martin, le Citizen Hotel, voilà. Et à la tête d'une cuisine. Et puis là, avec mon conjoint, on s'est dit, bon, c'est peut-être... Alors, le Covid est arrivé quand même, faut le dire. Ça, je pense, pour beaucoup de personnes, été révélateur de plein de choses. Et puis nous, on s'est dit, bah voilà, c'est le moment de se lancer. Lui était épicier caviste, et puis donc moi, j'étais chef. Et on avait envie tous les deux de se mettre à notre compte et de faire vraiment ce qu'on avait envie de faire. Et ce projet, on l'avait mûrement réfléchi. Et voilà, on s'est lancé à ce moment-là. Ok. Pour faire court. Grâce au Covid, finalement. Bon, l'idée était là quand même là avant, mais je pense que ça a été vraiment comme un accélérateur dans notre parcours. Voilà. Trop bien. Et toi, Sarah, à l'inverse, pas forcément une reconversion? Non, pas une reconversion. J'ai commencé, moi, par un bac général, par contre, à l'histoire de l'art. Donc, un peu d'art aussi. Ouais. Et ensuite, j'ai testé une seule école de cuisine. C'était la meilleure, c'était Ferrandi à Paris. Et je me suis dit, si je suis prise, c'est que c'est le destin, donc il faut que je le fasse. Et donc, me voilà aujourd'hui chef de cuisine. Et après, j'ai bossé à Paris, dans des bistrots, dans des coffee shops. Pendant longtemps, j'ai pas trop trouvé ma place, je dirais, en fait, au sein de la restauration parisienne, parce que j'ai bossé dans des cuisines en sous-sol, sans fenêtre, où on n'avait pas de pause, où il fallait absolument fumer des clopes, parce que c'était le seul moyen de pouvoir sortir. Et en fait, du coup, j'ai fait un break. Je suis partie en Amérique du Sud pendant 6 mois, et puis j'ai rêvé que de produits français. J'avais envie de petits pois, de moutarde, de trucs comme ça. Et là, je me suis dit, ok, il est temps que je rentre en France et que je fasse à manger. Et donc, je suis arrivée à Holly Belly. Meilleure révélation. Je pense que ça a été des grands mentors pour moi. Et voilà, et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à Nantes et on a monté Vacarme avec mon compagnon. Ça fait combien de temps que c'est ouvert, Vacarme? Ça fait 4 ans, maintenant. Okay. Et toi, Pierre-Antoine, à l'inverse, ex-consultant, tu aurais pu monter une start-up. C'est ça. Et tu n'as pas du tout monté une start-up. C'est quoi ton parcours et comment t'en es arrivé là aujourd'hui à monter une aussi belle maison? Alors, c'est vrai que moi, j'ai passé une première partie de ma vie professionnelle à faire beaucoup de conseils en stratégie, en design, en créativité. Et au moment de la genèse du projet de la maison et de cette boulangerie café, il y avait cette envie de sortir de la boardroom, de sortir des slides PowerPoint qui rythmaient un petit peu mon quotidien, et une grosse envie en fait de rentrer dans du tangible, du concret, de comprendre l'artisanat, c'est-à-dire faire avec ses mains, de comprendre l'intelligence de la main, de me connecter avec ça. Parce que bon, moi j'ai une famille de restaurateurs, agriculteurs, donc j'ai quand même grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de gastronomie. Donc c'était vraiment une passion pour moi, mais dans mon travail, j'avais envie de connecter ces éléments-là, et puis vraiment de sortir de ce côté très, très intangible, d'être super fort pour monter des stratégies, des belles presses, des beaux scénarios, faire beaucoup de prototypage, de tester, d'apprendre, de réessayer. Mais de jamais, de la grosse frustration qu'on avait quand on était dans le conseil, c'était de ne pas arriver vraiment à créer des choses tangibles qui puissent impacter la vie des gens avec des feedbacks immédiats. Et c'est vrai que quand on fait à manger, quand on nourrit les gens, c'est quelque chose d'assez magique, parce que d'un côté, on remet le titre en jeu chaque jour, parce qu'on doit refaire un petit peu différemment, mais un petit peu chaque jour la même chose. Et ça a un impact très concret, très direct dans la vie des gens chaque jour. Donc j'aimais bien ça. Et c'est comme ça que la genèse du projet s'est montée avec mon épouse CJ, qui, elle, est issue du milieu de la restauration, mais plutôt côté service hospitalité. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et on en parlait tout à l'heure, monter un resto, un lieu de vie, c'est hyper dur. C'est entreprendre, c'est beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, que ce soit dans la tech notamment, il y a beaucoup d'entraide, il y a des incubateurs, il y a des investisseurs, il y a du parrainage. Est-ce que vous avez été accompagné
dans vos étapes de création d'entreprise, est-ce que vous avez eu un sentiment d'entraide, que ce soit entre restaurateurs ou d'autres structures qui ont pu vous aider? Je pense que oui. Après, je trouve que quand même c'est un milieu qui a longtemps été plus dans la compétition que dans l'entraide. Et aujourd'hui, on le voit encore, notamment, je trouve, à Paris. On a la chance à Nantes d'être, je pense, dans un autre système et dans une autre dynamique, parce que ça commence pas mal à exploser aujourd'hui avec toute la création des nouveaux restaurants qui arrivent à Nantes aujourd'hui. Mais sinon, moi, je sais que je vous parlais tout à l'heure d'Olibelli, et je sais que ça a été des gens qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident encore quand aujourd'hui on a des problèmes, notamment de staff, quand on ne sait pas comment parler de management. Et je trouve que c'est hyper difficile au sein du restaurant de lier finalement toute la partie création, toute la partie organisation, commande, etc., etc. Et derrière, on a toute la partie management qui prend en fait une place de plus en plus grande, et on n'est pas formé à ça, nous. Moi, je sais faire la cuisine, mais je ne sais pas forcément comment gérer une équipe qui, en plus de ça, grossit. Et donc, ça, moi, je sais que j'ai eu beaucoup besoin d'aide, et Olibelli m'ont beaucoup aidé. Ouais, alors, moi, je trouve que quand même, le milieu de la restauration, quand on bosse en restauration, ça nécessite quand même un intérêt aussi de ce milieu, enfin je veux dire, donc d'aller vers les autres, de voir ce qui se passe chez les autres restaurateurs, d'être curieux en fait, que ce soit aussi pour les fournisseurs, les éleveurs, les maraîchers, etc. Et en fait, très vite, nous par exemple, quand on arrivait à Nantes, c'était des copains à Paris qui nous avaient dit qu'il fallait aller voir, qui nous donnaient le contact de Pierre-Antoine. Et en fait, très vite, quand on s'y intéresse, on se rend compte que c'est un petit réseau qu'on commence à tisser, et que très vite, ça avance et on peut s'aider, et que si on a besoin d'aide, en fait, on se rend compte que il y a des gens. Et je trouve qu'à Nantes, je ne sais pas si ça existe à Paris l'équivalent, mais il y a quand même les bouillonnantes qui sont très présents et qui nous aident en fait aussi quand il y a des... Enfin, on s'entraide, c'est vraiment un réseau de restaurateurs qui, je pense, est assez important et voilà, à ne pas négliger, je trouve. Et je pense que c'est vraiment une nouvelle vague de restaurateurs, de chefs, d'artisans, d'entrepreneurs qui commencent à réfléchir à comment créer des collectifs, à comment mutualiser des forces, comment avoir plus d'impact et de résonance, parce que c'est vrai que nous, on a un impact quotidien dans la vie des gens, comme je disais, mais quand on unit nos quotidiens, nos savoir-faire, nos artisanats, en fait, c'est ultra puissant, parce qu'on peut avoir quelque chose de très, très connecté, de multi-savoir-faire, de multi-artisanat. Et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu old school, je pense, de compète avant, très rythmé aussi par chercher la validation de certains titres, de certains prix, de certaines étoiles, de certains guides. Et c'est vrai que maintenant, je pense qu'il y a une nouvelle vague qui n'est pas forcément focalisée là-dessus, mais qui est plus focalisée sur comment créer du sens, de la cohérence et avoir de la force en tant que collectif. Et c'est vrai que tu citais les bouillonnantes, c'est quelque chose de nantais. Il y a des collectifs qui sont multivilles, même européens, autour de l'engagement aussi de gastronomie et d'écologie. Il y a des associations de chefs, il y a des résidences qui se créent, des chefs qui voyagent. Nous, on en a accueilli pas mal, et je sais que vous le faites aussi. Et du coup, ça crée plein de petites collisions créatives comme ça. Et je pense que cette nouvelle vague là qu'on est un petit peu en train de lancer nous laisse vachement de liberté. Et quelque part, de voir même un événement comme le Web Today, on en parlait tout à l'heure en coulisses, c'est inspirant pour moi, parce que on a l'opportunité aujourd'hui dans la restauration et dans la gastronomie d'inventer un peu ce futur collectif. Et il y a le MAD Forum à Copenhague qui invite des penseurs, des gens qui réfléchissent pas juste à bien manger, mais aussi à l'impact et au futur et à la technologie. Et je pense que c'est intéressant de connecter un petit peu tous ces mondes-là, mais on est au début de tout ça, quoi. Mais en parlant de connecter, je pense que c'est justement très intéressant de pouvoir commencer à parler de comment entreprendre de bonne manière, comment savoir gérer un restaurant, en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on le voit encore aujourd'hui, qu'en fait, il y a beaucoup de gens et beaucoup de salariés qui sont plus ou moins maltraités, avec des horaires pas possibles ou des conditions de travail qui sont pas normales. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de changer ça au sein de la restauration. Carrément, ouais. Et justement, c'est une question plutôt, Sarah et Adélie, qui vous êtes chef, vous vous considérez plutôt comme chef d'entreprise ou chef de cuisine aujourd'hui? Comment vous jonglez avec ces deux casquettes-là, en termes de, quand tu disais toi Sarah, c'est compliqué le management, mais tu es aussi en cuisine, comment vous faites toutes les deux aujourd'hui pour
pour gérer ces deux casquettes hyper importantes? Alors moi je trouve que ça se fait assez naturellement. J'ai pas, à aucun moment j'ai l'impression qu'il faut que je mette la casquette de la chef d'entreprise ou de la chef de cuisine. Je pense que quand on est à la tête d'une cuisine, ça demande de toute façon une gestion de sa cuisine. Et donc du coup forcément gérer son entreprise, voilà, on est un peu contraint de le faire et on le fait naturellement. La différence avec quand moi j'étais chef dans un restaurant qui n'était pas le mien, c'est que forcément mon engagement aujourd'hui il est beaucoup plus important. Je veux dire, mes anciens patrons me demandaient de faire attention aux marges, par exemple, parce que c'est quand même la base d'un restaurant, c'est quand même de gagner de l'argent à un moment donné, enfin un petit peu d'en vivre quoi au moins. Et donc du coup je me rends compte qu'aujourd'hui, alors je faisais attention avant dans les restaurants dans lesquels je travaillais, mais le fait que ce soit mon restaurant et que en fait c'est directement, enfin je suis décisionnaire de tout. Ça change un peu, voilà, c'est ça qui est, je trouve, assez important. Je trouve que je m'engage beaucoup plus par rapport à ça. Je fais beaucoup plus attention parce que en fait, une petite erreur, ça peut poser beaucoup de problèmes ensuite. Et avant c'était très facile d'avoir quelqu'un au-dessus qui pouvait gérer les problèmes. En fait, c'est ça, voilà. Oui. Moi, je crois que je me sens quand même plus chef de cuisine. Parce que pour le moment, je suis encore en cuisine et j'espère l'être encore pendant longtemps. J'espère ne plus l'être quand j'aurai 50 ans. Parce que je pense que j'aurai plus la force. Mais tant que j'y suis, je pense que c'est là où... C'est là où ma place, enfin c'est là où j'appartiens. Après, j'ai la chance d'être avec mon compagnon, donc en fait, finalement, on trouve chacun notre place et lui, parfois, il va peut-être prendre un peu plus le rôle de chef d'entreprise et moi, parfois, un peu plus l'autre. Voilà. Et toi, Pierre-Antoine, je sais que tu es quand même plutôt en boulangerie aussi, mais est-ce que tu arrives à sortir de l'opérationnel pour penser un peu justement le développement de la maison et comment tu t'organises au quotidien en tant qu'entrepreneur pour justement prendre du recul et essayer de te dire c'est quoi la prochaine étape? Alors, c'est sûr que moi, dans le projet, il y avait cette volonté d'être artisan et du coup d'apprendre le métier. Donc j'ai eu la chance de faire une école un peu nouvelle génération, l'école internationale de boulangerie, où on apprend la théorie et la pratique de la boulangerie, comme dans toutes les écoles traditionnelles, mais aussi avec une grosse partie business planning. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là d'avoir un projet très solide, très carré, et de pouvoir un peu anticiper sur les plannings, combien de temps je pouvais dédier en production, en administratif, ou en réflexion, en stratégie, en création. Donc aujourd'hui, j'arrive à dégager du temps, mais on est en fait sur une corde sensible parce qu'on est sur de l'humain et il suffit qu'une personne soit malade ou ne soit pas là pour que ça change tout l'équilibre en fait. Et nous, c'est vrai qu'on, comme je disais, on remet le titre en jeu chaque jour. Donc tous les jours, on doit recréer des produits, on doit les produire, on doit les livrer à des clients en particulier, professionnels. Donc forcément, on a un rôle en plus moi je trouve de pompier ou d'un peu d'urgence où on vient souvent remplacer aussi des gens qui sont pas là. Et du coup, j'essaye de me dégager suffisamment de temps hors planning pour pouvoir faire le pompier, l'administratif, la production et la stratégie. Donc c'est hyper stimulant. C'est vrai que c'est un vrai challenge parce qu'on a c'est pas du tout le même mode en fait de produire avec ses mains. Je parlais de l'intelligence de la main. Quand on est vraiment focalisé sur son artisanat, on a parfois, ça peut arriver, ce kiff d'être un peu dans la zone, quoi. C'est-à-dire qu'on réfléchit plus à rien, on est complètement absorbé par ce qu'on fait. Il y a plus de, en fait, moi je trouve qu'aujourd'hui on a plein de gens, même reconvertis, qui veulent s'intéresser à la boulangerie, qui s'intéressent à l'artisanat, parce qu'en fait, ils en ont marre d'être sollicités tout le temps par des notifications, par des emails, par des bips, par des coups de fil, des choses qui les déconcentrent ou qui les déconnectent de ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et quand on fait du pain, quand on cuisine, je suppose, on peut être complètement absorbé dans ce qu'on fait. Et il y a un peu toutes ces choses-là qui se déconnectent. Souvent, des fois, je prends mon téléphone à la fin d'une prod et j'ai plein de messages et tout. Et je dis, en fait, j'ai raté plein de trucs. Et je trouve qu'aujourd'hui, même les gens comprennent même pas qu'on soit pas disponible pendant 1 heure pour pas répondre. C'est une sorte de méditation. Ouais, voilà. Et du coup, je dis ouais, j'étais en train de faire du pain, donc je regarde pas du tout de messages quand je fais du pain. Et
Et du coup, je trouve que c'est un autre mode. Et c'est vrai que c'est pas évident de switcher. Ce matin, j'ai fait du pain. Là, aujourd'hui, je suis ici. Et des fois, il n'y a pas de sas entre les deux. Donc, ça peut être pas facile. Mais c'est ça qui est aussi cool parce que c'est un vrai stretch. C'est-à-dire qu'on va vraiment, je pense, au bout de ses ressources. Et c'est un bon test pour soi, en tout cas, de voir jusqu'où on peut aller et jusqu'où on peut se pousser physiquement, mentalement. Et c'est un super sport, quoi. Mais un peu intense quand même comme sport. Très intense. On regardait tout à l'heure le programme du Web Today. Il y a beaucoup de problématiques autour du bien-être au travail, la semaine de 4 jours. Je sais que c'est des sujets qui, toi notamment Pierre-Antoine, avec ta démarche autour des cotables, qui vous concernent. Toi, Sarah, qui cherchais un chef pour rejoindre tes équipes. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, mais aussi dans vos expériences d'avant en tant que chef, les enjeux RH aujourd'hui et comment vous arrivez à créer ce bien-être au travail. C'est quoi les actions que vous essayez de mettre en place de votre côté ? Déjà, c'est un gros sujet. C'est un très gros sujet parce qu'aujourd'hui, les gens veulent plus faire de la cuisine. En tout cas, plus comme avant, ce que je comprends. Parce que c'est vrai qu'il faut que ça change. Nous, à Vacarme, on essaye petit à petit de mettre des choses en place. Notamment, ce qu'on a voulu faire, c'est plus de coupures, déjà. Donc, soit t'es du midi, soit t'es du soir. Ce qui est déjà énorme parce qu'on est dans un métier où quand tu fais des coupures, tu commences à 8h, tu finis à 2h. T'as pas le temps de rentrer chez toi, t'as pas le temps de manger, t'as le temps en fait de rien et t'as aucune vie sociale. Et en fait, c'est hyper important d'avoir une vie à côté et pas seulement le travail. Donc déjà pour nous, c'était déjà très important et pas d'heures sup. C'est-à-dire l'idée, c'est que t'as le temps, en fait, dans tes 8 heures de travail par jour, de faire toute ta mise en place. Et on te demande pas de tirer. Et donc ça, pour nous, c'était très important. Et t'arrives à tenir On arrive à le tenir plutôt bien. Après, finalement, ça attire pas plus que ça, en fait. Aujourd'hui, je sais pas ce qui attire, mais je sais que ça suffit plus. Donc, la question, c'est est-ce que les gens ont encore envie de faire ce métier ? Je pense que oui, j'espère. Mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout le monde s'y retrouve ? C'est-à-dire à la fois le chef d'entreprise et à la fois le salarié. Et en fait, je trouve que la réponse, on l'a pas encore trouvée. Donc, il faudrait en fait faire des tables rondes, mais pas seulement avec des chefs d'entreprise, mais aussi avec des cuisiniers, des pâtissiers, des boulangers, pour qu'on puisse tous en parler ensemble. En fait, je pense que la solution, elle se trouvera comme ça. Ouais, mais alors c'est quand même, moi je trouve que c'est un métier passion, c'est-à-dire qu'en fait il faut savoir aussi s'arrêter et se mettre soi-même des barrières parce qu'en fait on rentre très vite dans un engrenage en fait où presque on ne pourrait pas s'arrêter. Alors en effet il y a la famille aussi qui est là pour nous rappeler que le travail c'est pas la vie, mais c'est ça qui est compliqué. C'est un métier qui peut être chronophage. On peut très vite switcher et puis se renfermer aussi dans son truc. Donc c'est très bien de s'entourer, d'avoir des gens qui à l'extérieur sont là aussi pour vous rappeler que il y a le restaurant, mais aussi tout le reste, les amis, la famille, et c'est très important de se le rappeler, je trouve. Et toi, Pierre-Antoine, surtout avec je pense, une grosse masse salariale autour des boulangers. Oui, alors nous, on a eu la chance, comme je disais, de monter le projet sur une page blanche. En fait, on n'a pas hérité d'un modèle ancien, conventionnel, de boulangerie avec certains horaires. Du coup, on a pu réfléchir toute l'organisation du travail, comme nous, on l'a souhaité, en fait. Comment nous, et puis comme on est artisan dans notre commerce tous les jours, comment est-ce qu'on voulait vivre ? On a 2 enfants, donc on voulait aussi des horaires qui soient gérables. Donc on a un procédé de fabrication, par exemple en fermentation lente. Donc on commence beaucoup plus tard que les boulangers conventionnels. Le plus tôt, le matin, commence à 5 heures, alors qu'en boulangerie conventionnelle, ça peut être du travail complètement de nuit. On n'a pas de coupure non plus parce qu'on l'a dessiné comme ça depuis le début du projet. Et puis surtout, on essaye de mettre beaucoup de sens dans ce qu'on fait et de poser la question du pourquoi on fait ça avant même de qu'est-ce qu'on fait, avant même de parler de pain au levain, de produits bio, de démarches éco-responsables, de local, etc. On essaie de se poser la question de pourquoi on fait ça, en fait. Quelle est un peu notre ambition derrière tout ça et qu'est-ce qu'on veut créer. Et je trouve que quand on est assez clair là-dessus et qu'on arrive à avoir un peu ce fil rouge qui tient un petit peu tous les points de
de l'expérience, de ce qu'on communique, de ce qu'on fait, bah, ça crée un sens et ça crée une communauté de gens qui s'y intéressent, donc des clients, des amis restaurateurs. Nous, on a commencé à travailler avec les restaurateurs parce qu'ils étaient vraiment intéressés pourquoi on faisait ça et comment on le faisait. Et ça fait un effet boule de neige avec beaucoup maintenant d'autres qui ont rejoint tout ça. Mais au début, c'est parti de ça, alors que ce n'était pas dans le projet à la base. Et maintenant, on a beaucoup de gens qui viennent. Là, j'ai des candidats, tu vois, on a posté pour remplacer deux personnes dans l'équipe en boulangerie, qui viennent de Madrid. J'ai des gens qui viennent du Népal. J'ai des emails de fous, alors des gens qui ne pourraient pas venir, pas forcément en termes de légal et tout, mais on arrive à attirer des gens un peu de partout, parce que c'est aussi ça la force des réseaux aujourd'hui. Non, mais c'est ouf. On a des chefs boulangers, voilà, une super nana de Madrid là, qui a postulé. Donc, et elle dit voilà, qu'elle suit, qu'elle est intéressée, et je pense que le sens qu'on crée, ça attire aussi pas mal. Et il y a aussi beaucoup de gens en reconversion. Et du coup, il y a un gros filtre à faire aussi, parce que nous, on a un métier quand même qui doit produire dans un certain temps donné. Et comme tu dis, quand tu te fixes 8 heures de travail par jour physique en production maximum, il faut les tenir, et ça veut dire que tu dois te bouger, tu dois être organisé. Et quand on accueille des gens qui sont en reconversion, qui sont nouveaux, ça peut aussi ne pas matcher. Et du coup, c'est aussi un challenge pour nous de gérer ça quand on a des reconvertis. Ouais. Et justement, si vous aviez chacun un ou deux conseils à donner à des gens qui arrivent et qui sont en reconversion et qui se lancent et qui veulent entreprendre, ce seraient lesquels? Que vous auriez, vous, aimé avoir et que vous n'avez pas forcément eu? Alors moi, je dirais peut-être dans un premier temps, c'est de savoir exactement ce qu'on veut faire. C'est pas voilà, de pas partir dans tous les sens, parce qu'en fait, des fois, on veut faire café, coffee shop, épicerie, un petit peu de cave, un petit peu de bar à vin le soir et tout. Et en fait, on se rend bien compte que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, il faut presque être capable de l'écrire noir sur blanc, ce qu'on veut savoir faire, parce qu'en fait le jour où on va voir la banque parce qu'on veut que la banque nous prête des sous, si on n'est pas capable de montrer que son projet il est vraiment carré, on va nous regarder, je pense, avec des grands yeux. Enfin nous ça n'a pas été le cas heureusement, mais je veux dire voilà, il faut quand même qu'on ait de la crédibilité. Donc le projet il faut qu'il soit vraiment écrit quoi. Et peut-être, du coup, je dirais le deuxième, pour moi, ça en découle du coup du premier, c'est de savoir ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on veut le faire. Du coup, le deuxième bon conseil, ça serait... Alors, j'ai la chance d'être avec Olivier, donc mon conjoint associé, qui est lui ancien sociologue et qui a fait une étude sociologique sur les quartiers de Nantes. Donc, on a vraiment fait... on a poussé le truc très très loin quand même. Hein. Joffre, mais voilà, et donc on a atterri rue Maréchal Joffre parce qu'en fait, vraiment... Mais c'était hyper intéressant de le faire parce qu'on avait le temps de le faire. On avait cette chance-là parce que le Covid nous l'a permis et qu'on avait certainement un périmètre à respecter. Mais on a pu vraiment visiter Nantes et de voir voilà, le format de notre boutique. Il est un peu hybride. On n'est pas restaurant, on n'est pas une boutique non plus, mais les gens peuvent manger, les gens peuvent prendre à emporter. Et où est-ce que ce projet-là pouvait le mieux se situer? Voilà, donc on avait très vite barré de la carte certains quartiers, et puis en plus on connaissait pas très bien Nantes, donc c'était un vrai risque. Et on est arrivé rue Maréchal Joffre, et là en fait tout de suite on s'est dit mais c'est là, c'est cette boutique en fait, c'est ici et c'est nulle part ailleurs dans la ville qu'elle va prendre place quoi. Donc voilà, c'est deux conseils. Et mes anciens patrons me disaient toujours ça, ils me disent c'est emplacement, emplacement, emplacement. Voilà, c'est... Ouais. Du coup, moi, je dirais penser au pourquoi, même avant le quoi et le comment. Essayer d'avoir une idée très claire de quel rôle on veut jouer dans la vie des gens. Et c'est ça qui va après permettre de faire découler tout le reste. Et je pense que de monter son resto, de monter son commerce, son artisanat, c'est une super chance d'être vraiment radical. C'est-à-dire d'aller à la racine de ce qu'on veut faire, d'aller vraiment... d'être vraiment au cœur de ce qu'on veut faire. Et on n'est pas obligé. Aujourd'hui, on a un tel copier-coller de tout. En fait, tout se ressemble. Toutes les tendances éphémères poursuivent les unes les autres. Et si on veut émerger, si on veut être singulier, quelque part, il suffit vraiment d'être radical dans le sens pur, c'est-à-dire d'aller à la racine des choses. Et c'est une super opportunité. Monter son resto, sa petite entreprise autour de la gastronomie, on a cette chance, on peut impacter avec des choix
très clair, la vie des gens. On peut avoir des impacts clairs sur l'énergie qu'on choisit, sur comment on gère ses déchets. Et quand on a la chance, comme nous, parce qu'on a créé d'une page blanche et qu'on pouvait tout décider de A à Z, on peut être super radical au final et avoir quelque chose qui change vraiment la donne dès le début. Et on a cette formidable chance aujourd'hui de pouvoir faire ça. Je me rappelle quand on a fait l'audit écotable, ils nous ont rappelé une semaine après, ils nous ont dit ah ouais, en fait vous avez la meilleure note du label, on n'a jamais eu une note aussi élevée. Et comment vous faites? Et je leur dis en fait c'est juste qu'on a monté ce projet avec cette idée de concilier gastronomie et écologie. Et du coup, tout devait en découler. Et les choix, on s'est posé à un moment la question de faire des toilettes sèches dans le local, parce qu'on se disait, mais en fait, c'est trop con d'avoir des... On n'a pas réussi pour des raisons techniques, mais ça, c'est des petits fails où on n'a pas réussi, mais au final, on s'est posé la question. C'est-à-dire qu'on a essayé d'aller jusqu'au bout du truc. Et si ça aurait été possible, on l'aurait fait. Je pense que dans la même lignée de ce que tu viens de dire, effectivement, ne pas voir trop petit. On a tendance parfois à avoir trop petit. Nous, à Vacarme, on a voulu tout faire dans un lieu tout petit. Voilà, on s'est vite retrouvé en fait à sec d'énergie et d'argent. Alors que si on avait tout prévu à la base, finalement, l'argent, on l'aurait trouvé. Donc, il ne faut pas avoir peur de voir grand. Ça me paraît être des bons conseils. D'accord. Ouais. On va vous laisser un temps aussi si vous voulez poser des questions à nos 3 entrepreneurs. Et moi, j'en avais aujourd'hui juste une dernière question. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez vos choix d'avoir créé vos entreprises respectives et comment vous voyez aujourd'hui dans 5 ans dans la création et le développement respectif de vos maisons? Si vous avez la réponse à cette question. Moi, pas du tout. Je me verrais trop pas retourner dans les boardrooms et les PowerPoint toute la journée. Donc ça, non, je regrette pas du tout, même si j'ai adoré ce que j'ai fait. Donc 0 regret. Et je me verrais bien, dans 5 ans, en fait, essayer de compléter l'écosystème, en fait, c'est-à-dire de continuer à créer des choses qui ont du sens et qui se complètent les unes aux autres et qui ne sont pas juste des copier-coller d'une recette qui marche, mais d'essayer d'ajouter, en fait, de continuer un peu dans la mission qu'on s'est fixée, et jusqu'où on peut aller, essayer de remonter. Le choix de créer la maison à la base, pour nous, c'était d'aller au cœur de la cité, au cœur de la ville. Donc là, on est dans le quartier de la création. On se disait, on ne peut pas faire mieux que d'être au cœur de ce quartier où il y a plein d'entreprises, il y a plein d'habitants, il y a des touristes qui viennent. Et du coup, on peut impacter la vie des gens chaque jour. Quand il y a 600 personnes qui passent à la maison chaque jour, on se dit, on a impacté ça. Quand on fait ça fois 30 épiceries dans la ville, plus 30 restaurants, ça fait un impact. Et du coup, on s'est dit, ce projet pourrait être un moteur pour créer après d'autres choses qui peut-être ne sont pas forcément profitables d'un point de vue financier, mais qui auront du sens. Du coup, si on remonte la chaîne et qu'on va plus proche du champ, plus proche de la terre, et comment on peut aider les gens qui travaillent la terre, comment on peut aider les gens qui sont en amont de nos métiers. Et après, en aval, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont du sens, qui pourraient se connecter avec ce qu'on fait? Donc, c'est à ça qu'on réfléchit pour les 5 prochaines années. Voilà. Alors évidemment, non, je ne regrette pas du tout d'avoir monté mon restaurant commerce avec mon conjoint aujourd'hui. J'en suis même très contente et pour rien au monde, si c'était à refaire, évidemment, je le referais. Et après, l'avenir... il y a certainement d'autres projets qu'on a déjà en tête et qui prendront le temps de mûrir. Et je pense que c'est d'ailleurs important de ne pas voir les choses trop en grand au début, parce que en fait la première année généralement on se dit waouh c'est super, ça marche, on va en ouvrir un deuxième et puis un troisième, et puis on connaît tous quelques histoires comme ça qui se finissent jamais très très bien d'ailleurs, notamment à Paris, mais je pense que c'est bien de prendre le temps de faire mûrir les autres projets, parce qu'évidemment quand on ouvre un premier projet, on a envie d'en ouvrir un deuxième, et c'est peut-être bien de prendre le temps de les mûrir. Donc voilà, dans les prochaines années, ça sera de faire mûrir le prochain projet que peut-être, j'espère un jour voir le jour, mais voilà. Et pareil que mes collègues, pas de regret, regret peut-être d'avoir pas assez prévu le début de Vacarme. Je pense ça nous a pris beaucoup d'énergie, une mauvaise association, je pense un concept qui aurait pu être mieux défini.
Ça nous a fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc je pense que voilà, on a pris presque 10 ans dans la gueule. Je pense en 1 an de vacarme, ça a été très très dur. Et donc ce petit regret-là, chose que je ne referai pas du coup pour le 2e restaurant. Mais donc nous, on est en train d'ouvrir un 2e restaurant dans courant novembre. On va espérer que ça ouvre. Sur Nantes. Sur Nantes, dans la même idée de toujours connecter la cuisine à la terre. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Ah oui, d'accord. Peu importe. Allez-y, je vous en prie. C'est du hasard en fait. Pardon. Je sais pas si vous... On a entendu, on a entendu. Bonjour, merci déjà de votre partage d'expérience à chacun. Est-ce que vous avez monté en fait votre business avec votre conjoint? Est-ce que ça a été une force, un choix, ou alors c'est purement du hasard et le hasard a bien fait les choses? Alors moi, je dirais que c'est une force, c'est un choix. Et en plus, c'est une réussite. Alors, évidemment, on va pas se mentir, c'est pas facile tous les jours. Savoir dissocier la vie de famille et la vie au travail, ça demande des vrais efforts aussi personnels. Mais je trouve qu'en fait aujourd'hui, malgré les côtés qui peuvent être un petit peu difficiles au quotidien, voilà, je trouve que nous personnellement, et je ne sais pas si vous partagez la même chose, mais enfin vraiment, je suis très fière d'avoir fait ce que j'ai fait, avec qui je l'ai fait, et le projet, il est ce qu'on est, et voilà. Donc ça peut malheureusement des fois ne pas marcher, que ce soit son conjoint ou juste un ami aussi des fois, parce que des fois on s'associe avec des amis, et très souvent, je crois que Sarah, dont on parlait, ça peut être très compliqué. Donc forcément, voilà. Et puis, c'est un véritable enjeu, parce que nous, je sais, quand on est allé à la banque et qu'on leur a demandé des sous, ils nous ont demandé un petit peu notre parcours et aussi notre histoire, quoi, parce que c'est beau d'avoir un couple qui vient et qui veut monter un projet, mais c'est aussi bien d'être crédible et voilà, de montrer qu'on a la tête sur les épaules et qu'on est prêt aussi à traverser des choses pas forcément faciles, mais voilà. Et en tout cas, aujourd'hui, je le redis, je trouve que ce qu'on a fait, c'est très beau. Et je pense que enfin, moi, quand je viens chez vous, c'est plein d'amour, quoi. Voilà, il y a de l'amour dans ces endroits-là. Voilà. On dit souvent que monter un restaurant, c'est comme avoir un enfant. Et ben, c'est un peu ça. Et je pense que c'est ce pourquoi on a choisi de faire ça avec nos conjoints, peut-être. Et c'est vrai que nous, on a eu la chance de concevoir le projet après la naissance de notre premier enfant. Et du coup, on avait vraiment cette envie de le faire à 2, parce que je ne me voyais pas faire ce type de projet en solo et d'être complètement absorbé et d'avoir un conjoint qui est dans une autre réalité parallèle, parce qu'on avait des métiers de bureau plutôt tertiaires et tout. Et je me dis, mais j'avais cette conscience d'esprit que ça pouvait vraiment... Alors je pense que monter un resto à 2, ça peut flinguer ton couple, mais de ne pas le monter à 2, ça peut aussi très certainement le faire aussi. Ouais. Du coup, on s'est dit, faisons-le à 2, essayons de combiner nos passions respectives, nos savoir-faire respectifs, et on s'est dit, si on survit à ça, en fait, notre couple il sera encore plus fort, et on fera des choix aussi par rapport à nos enfants, en toute conscience, et à 2. Donc tous les choix sont partagés à chaque fois, et ouais, on est encore là après 3 ans et demi, presque 4, donc ça tient la route. T'as eu un autre enfant en plus. Donc... Et on a eu un 2e enfant, ouais, donc ouais, c'est cool. Et pas un restaurant, ça. Merci beaucoup. Et en fait, ça fait écho. Moi, j'ai grandi, mon père était restaurateur. Et en fait, je le voyais jamais. Ma mère le voyait jamais. Et je pense que vous avez fait le bon choix. En tout cas, si ça marche, je suis content pour vous. Merci. Voilà. Merci. Bonjour. Et merci du coup pour la table ronde. Petite question, vous avez tous les 3 des projets qui sont très singuliers et qui du coup sortent un peu des recettes habituelles et standardisées. Est-ce que comment vous avez du coup anticipé le démarrage de l'activité? Est-ce que vos projections étaient correctes? Est-ce que c'était mieux que ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Donc on en a un petit peu parlé justement sur la première année sur l'association, ou sur le fait de commencer d'une page blanche. Voilà, comment c'était votre lancement par rapport à vos attentes et voilà, par rapport à vos concepts qui sont très singuliers.
Pour ma part, nous, on a amené une sorte de cave à manger à Nantes, alors que ça n'existait pas forcément, avec que du vin nature, etc. Donc là-dessus, on savait que ça fonctionnait bien à Paris, donc on s'attendait à ce que ça fonctionne bien à Nantes. Et honnêtement, si je parle d'un point de vue financier, la banque nous a dit que ça ne marchera pas, donc on a quand même eu 2 refus de banque. À l'endroit où on est, en plein quartier Bouffay, ils nous ont dit que ça ne marchera pas. On leur a dit, bon, ok, je comprends pas pourquoi il y a autant de bars autour, mais c'est pas grave. Et on a fait le double du prévisionnel, comment on dit, prévu. Donc en fait, voilà. En fait, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais je pense que c'est un peu sur ce que je disais, de oser être radical et d'aller au bout de son idée, parce qu'en fait, il y a vraiment la place pour des projets singuliers. Moi, j'ai eu la chance du coup de faire cette école où il y avait une grosse partie business planning, donc on a pu vraiment faire des prévisionnels très poussés sur les 3 premières années. Et c'est sûr que le jour de l'ouverture, on fait 3 fois moins que ce que j'avais prévu. Mais au final, ouais, donc là, tu as une petite surfroide quand même quand tu dis waouh, 220 mètres carrés, brut béton, on a tout dessiné, tout. Mais on l'a vite rattrapé. Et au final, là, on est bien au-delà du prévisionnel en termes de. Donc c'était tout à fait possible. Et c'est drôle parce que j'avais pas re-regardé le business plan jusqu'à ce qu'on commence le coaching avec Sarah de Service Compris. Là, on accompagne des néo-entrepreneurs dans la restauration. Et j'ai relu du coup tout le business plan que j'avais fait à l'époque, en 2018, et quasiment tous se valident en termes de ratio, même de fréquentation, etc. Donc en fait, faut avoir confiance, je pense, quand tu fais le taf, quand tu as une raison très claire, tu sais ce que tu veux faire, tu sais pourquoi tu veux le faire. Que tu as fait tout le travail d'ingénierie projet, de calcul. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et l'exemple, tu dis, ça marchait à Paris. Nous, on avait beaucoup d'exemples à Londres, à Copenhague, à Amsterdam, parce qu'on habitait plutôt dans ces villes-là avant. Et on disait, il n'y a pas de raison que les Nantais n'apprécient pas ça. Alors bien sûr, on doit casser des barrières, notamment à la banque, où nous, on a eu 6 refus sur 7. Donc c'était aussi chaud. Mais voilà, au final, c'est des raisons d'y croire. Et on devient maintenant, je pense, benchmark pour d'autres projets qui peuvent se dire eux ils ont réussi donc pourquoi pas nous, et ça crée un effet d'entraînement. Et du coup maintenant je pense qu'il y a beaucoup plus de trucs à Nantes qui ont ouvert. Dans notre rue il y avait 0 commerce alimentaire, ou maintenant il y en a plusieurs, donc ouais, tout est possible. Et oui, pour revenir sur le prévisionnel, en fait, c'est vrai que moi, ça me semblait tellement abstrait, en fait, d'arriver à la banque avec un prévisionnel, en fait, sur quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, non seulement nous, on arrivait dans une ville qu'on connaissait peu, dans un quartier qu'on connaissait pas, et avec un concept de boutique qui n'existait pas à Nantes. Donc, en fait, tout ça, c'est-à-dire quand on est allé voir l'expert comptable qui nous a fait des chiffres, des tableaux, enfin, je me suis dit, mais comment on peut chiffrer tout ça ? Et en fait, alors nous-mêmes, on a fait nos recherches. C'est vrai qu'on est allé voir un petit peu dans les restaurants, dans notre rue, même dans la ville, etc. Et en fait, étonnamment, moi, j'étais très surprise après la première année de voir qu'on était très proche on était même un petit peu au-dessus du prévisionnel qui nous avait été donné. Et je pense que si le travail est vraiment bien fait, si les recherches sont vraiment bien faites et qu'on se pose vraiment les bonnes questions, alors évidemment il y a des gens qui sont là pour, je pense les experts comptables en fait te posent les bonnes questions qu'il faut que tu te poses toi en fait. Et la réponse tu l'as, et ça peut faire peur. C'est vrai que moi au début quand je voyais combien il fallait faire par jour, je me suis dit mais on va jamais faire ça. Alors oui, comme tu dis, alors nous on a eu l'effet inverse, on a eu l'euphorie de l'ouverture et puis après plus rien pendant quelques jours quoi. Et donc là tu te dis bon voilà, et voilà. Mais après ouais, je pense que on peut bien faire le travail avant et puis être agréablement surpris du prévisionnel un an après. Voilà. Oui, bonjour. Déjà, merci pour le sujet et puis merci pour le partage. Ce qui caractérise ce métier, c'est vraiment la passion. Et je vais me permettre juste de donner mon job, puisque ça a un rapport avec la question. Je suis CTO de The Fork, donc La Fourchette. Donc nous, on observe évidemment énormément le sujet et la restauration. Et ce qu'on voit notamment depuis plusieurs années, dans cette période post-Covid, on voit que les choses ont changé, avec une baisse de la fréquentation, une généralisation du télétravail aussi, qui est nécessairement extrait des gens du
du secteur. La difficulté à recruter, notamment sur le service, sur des gens qui se sont aperçus qu'en fait, ils pouvaient faire autre chose de leur métier, une question qui ne s'était pas forcément posée avant dans le jus, on va dire, de leur vie. Une montée à puissance de la livraison aussi, une multiplicité des moyens numériques, de paiement, de réservation, de prise de commande. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez, vous, en tant que nouveaux arrivants dans le secteur, cette pression-là? Est-ce qu'il y a un coup d'entrée particulier que vous sentez ou d'adaptation, on va dire, un peu à ces nouvelles normes de restauration? Ou est-ce que c'est des questions que vous ne vous posez pas vraiment ou que vous ne ressentez pas vraiment encore? Moi, personnellement, on l'a ressenti très très fort quelques mois après l'ouverture parce qu'il y a eu le Covid quand même. Et nous, on a démarré... Bon, c'était pas le prévisionnel les premiers jours, mais après ça marchait super bien. Et on était un peu sur le modèle un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient manger sur place. Il y avait très peu de livraison, en effet. On n'était pas trop sur des réserves, on prenait 0 réservation, etc. Et on fait moins 70% le premier jour du Covid, je me rappelle. Et je crois que c'était nuit blanche pour moi. Créer un site pour faire des commandes en ligne, contacter les coursiers nantais, qui est une scope locale qui fait de la livraison à vélo pour les particuliers, du coup, switcher là-dessus. Donc en fait, on a passé, je pense, 2 ans sur 4 à être en agilité permanente, à s'adapter. Après, il y a eu le retour des gens. Après, il y a eu vachement de télétravail. Les menus aussi, passer à fond sur du digital, revenir sur des choses plus tactiles, la gestion des queues. Les gens voulaient plus faire la queue. Du coup, mettre en place des résas. Donc on a complètement remodelé, je pense, la manière d'accueillir, en tout cas l'expérience client. Au moins 5-6 fois de A à Z depuis l'ouverture il y a 4 ans. Donc en fait, nous, je pense qu'on est, en tout cas moi, nous, on est né dans ce mode ultra agile et la manière de créer de la résilience, pour nous, c'est de créer de la diversité et de la diversification d'activités. C'est-à-dire qu'on fait pas mal de B2B, on fait pas mal d'événementiel, on fait de la vente en direct, on fait beaucoup de livraison, on fait beaucoup de takeaway, on fait aussi de l'expérience sur place parce qu'on croit aussi en la restauration avec du service sur place et on veut développer ça aussi et ça marche aussi très bien. Donc voilà, en fait, on essaye de créer un peu quelque chose de très résilient et on a vu à certains moments les épiceries bio, vrac avec qui on travaille ont une grosse chute de fréquentation et du coup les commandes ont vachement baissé. Donc si on était sur un business model qui se focalisait là-dessus, on aurait pu nous vachement souffrir. Mais à un moment donné, c'est les restos qui avaient beaucoup plus de monde. Après les confinements successifs, tout le monde voulait revenir en terrasse, revenir au resto. Donc voilà, on a essayé de se diversifier par la force des choses, ce qui nous fait quelque chose d'assez résilient maintenant, même si la fréquentation peut baisser, ou les jours de fréquentation vont vachement fluctuer. On n'a plus beaucoup de monde le vendredi, alors qu'avant il y avait beaucoup de monde le vendredi. Le mercredi, c'est devenu une journée différente aussi, avec beaucoup d'enfants. Mais voilà, je pense qu'on est beaucoup plus résilient vu qu'on est très diversifié, quoi. Oui, moi je te suis assez là-dessus. Effectivement, on s'adapte au monde qui change, on le voit très bien, aux habitudes qui changent énormément, aux habitudes, comme on disait tout à l'heure, à la fois au travail, mais aussi en tant que client quand on va au restaurant. Maintenant, nous, voilà, je trouve que sur des modèles type bistrot, en soi, je peux pas créer des trucs en livraison. Ça n'a pour moi pas de sens. Pour moi, ça passe par le restaurant et ça doit passer par le restaurant. Donc s'adapter, oui, mais pas aux dépens du concept et de l'expérience client. Surtout que la restauration, c'est quand même un métier humain, quoi. On aime le contact avec les autres, c'est hyper important. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on veut. Nous, on n'est pas restaurant. On a quelques sièges sur place et c'est principalement de la vente à emporter parce qu'on est traiteur de quartier. Mais c'est hyper important pour nous que les gens s'arrêtent et des gens avec qui on a envie de parler. On peut boire un verre sur place, on peut manger sur place si on veut avec grand plaisir. Mais le contact humain aujourd'hui, il est vraiment très important. Et je pense que c'est essentiel pour nous tous de vraiment axer la restauration, en tout cas avec le partage en direct avec les personnes et pas seulement sur de l'emporter, où on ne voit plus les gens, quoi. Voilà, donc nous c'est pareil, on est à emporter, mais on ne travaille pas du tout avec des plateformes de livraison. C'est quelque chose qu'on a totalement refusé de faire. Pour plein de raisons, mais en tout cas principalement parce que voilà. Du coup, quand tu es très clair sur ta raison d'être depuis le début, tu sais aussi faire ces choix-là parce que tu te dis ça, c'est pas nous, c'est pas ce qu'on veut faire, c'est pas pourquoi on a monté ce projet, c'était pas pour faire une espèce de dark kitchen, on va juste faire du takeaway parce que c'est ça qui marche.
Mais on sent qu'il y a des grands changements de comportement. Tout autour de nous, tout ce qui a ouvert, c'est beaucoup de chaînes ou de concepts avec des bornes de commande tactiles, des paiements sans contact avec des QR codes, plus de menus physiques. Et du coup, aujourd'hui, là, il y avait beaucoup de monde avec le Web 2D ce midi, et les gens étaient là, mais pourquoi vous n'avez pas des bornes tactiles pour commander plus vite? Pourquoi on ne peut pas payer avec notre smartphone en QR code et tout? Et on dit, non, nous on est artisans, donc on fait les choses, on essaie d'être le mieux organisé possible, mais si on a 100 personnes qui viennent en même temps acheter un sandwich, forcément il y aura un petit peu d'attente, mais vous pouvez prendre un petit verre en attendant, vous pouvez attendre en terrasse. Voilà, on essaye de créer, et on ne fait pas non plus tout pour s'adapter à ce que les gens veulent tout de suite maintenant. On essaye de garder ce sens-là et de ne pas suivre juste les tendances de manière éphémère et sans connexion avec le reste de l'engagement, quoi. J'allais conclure, mais j'ai vu qu'il y avait une toute dernière question, très rapidement. Rapide? Allez, on essaie. Non, je voulais juste un petit peu mieux comprendre l'écosystème financier dans lequel vous naviguez. Quand on est dans la tech, on a plusieurs véhicules disponibles si on veut lever de l'argent, si on veut financer nos projets. On a notamment des investisseurs, donc c'est pas de la dette. Et on peut obtenir beaucoup d'argent en faisant ça. Est-ce que déjà ça existe dans la restauration? Est-ce qu'il y a des gens qui mettent de l'argent sur la table sans vous obliger à vous endetter? Et puis, est-ce que la croissance est suffisante? Est-ce que les salaires que vous pouvez vous générer derrière sont suffisants? Voilà, tout ça, pour savoir comment, on parle beaucoup de restauration, c'est quand même un truc qu'on n'oublie pas et qui est extrêmement important ici en France, mais est-ce que financièrement, c'est tenable? Des investisseurs, il en existe, oui. Après, encore une fois, est-ce que l'investisseur passe de l'autre côté et veut imposer ses choix dans le concept? Et parfois, il en existe beaucoup, notamment des mecs qui créent des grandes chaînes sur Paris et tous les restaurants ont l'air de pas se ressembler, mais en fait, c'est la même chose. Et ils mettent des chefs très connus dedans et ça fonctionne. Voilà, donc investisseurs, il en existe, mais voilà, à quelles conditions? C'est ça que je me pose comme question dans la restauration. Ça dépend ce que tu veux faire, en fait, vraiment. Quelle liberté tu as au final? Ouais. Et les choix dont on parlait là par rapport au changement de comportement des clients ou de tendance, c'est des choix des fois qui sont à rebours aussi du mainstream. Donc si on a des investisseurs, si on a des gens qui contrôlent aussi l'équilibre financier du projet, est-ce qu'on va avoir cette liberté de faire des choix radicaux et d'aller au cœur du problème et des fois d'aller à contre-courant de ce qui se fait? Donc il en existe, mais nous c'est des projets, je pense qu'ils sont 100% indépendants, on est indé à fond. Et le financement il est possible par des voies classiques d'emprunt, il y a du leasing sur du matériel, on a fait du crowdfunding pour aussi impliquer la communauté et les fans. Donc tout ça a très bien marché et comme tu disais Sarah, on peut souvent dimensionner des projets plus grands dès le début en termes de capacité. Nous, on avait réfléchi à la capacité qu'on voulait. Là, on arrive à capacité où on a une quinzaine de personnes. L'équilibre, il est là dès la première année. On peut payer toute l'équipe correctement. On peut se payer correctement. Mais l'équilibre, il est sur un fil. C'est-à-dire qu'on est sur des ratios. Dès que la masse salariale dépasse 40%, ça marche plus. Dès que la marge brute elle est trop basse, ça marche plus. Donc tout doit être calculé, tout doit être très précis. Donc en fait, il y a une rigueur, une exigence sur les projets qu'on a en plus qui sont très engagés d'un point de vue sourcing, d'un point de vue qualité de vie au travail. On veut pas que les gens fassent des heures pour faire des heures. On veut pas que les produits soient de mauvaise qualité ou soient pas dans un engagement écologique. Donc on est sur un fil. C'est zéro déchet, c'est zéro temps perdu, et du coup c'est hyper exigeant. Et ce qui passe le premier à la trappe, c'est notre salaire. Voilà. Donc pendant 1 an ou 2, on ne se paye pas beaucoup. Parce qu'on préfère bien payer les gens, on préfère avoir de beaux produits. Voilà. Mais on a la chance de créer une valeur ex nihilo. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant. Et Vacarme, le cellier, la maison, c'est des créations pures. Donc après, il y a un fruit qui peut aussi être valorisé par la suite. Ouais. On espère. Bravo. Merci. Merci à tous les 3 d'être venus, en tout cas, et d'avoir partagé votre expérience. Et merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette conférence. Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion.